Alors, dans le chapitre sur lequel on est en train de travailler, donc on est en train de voir comment se met en place le sexe phénotypique. On avait vu dans une première partie que la détermination du sexe se faisait dès la naissance, parce qu'à la naissance, qu'est-ce qui va déterminer qu'on soit fille ou garçon? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ça? C'est C'est la présence. l'expression Vas-y. c'est l'expression du gène SRY. Alors, SRY, mais avant, pour avoir le gène SRY, qu'est-ce qu'il faut avoir? Bonjour, 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 qui est-ce qui m'a parlé là? c'est Romain. Ah, comment vas-tu, Romain? J'avais bien. J'avais un contretemps, un souci de connexion par D'accord, il n'y a rapport à pas de l'Internet. D'accord, il n'y a pas de souci. Là, on était juste en train de commencer, donc tu n'as rien raté. Ok, merci. Donc, justement, on était en train d'expliquer qu'est-ce qui se rappeler, qu'est-ce qui, à la naissance, pouvait déterminer qu'on soit une fille ou un garçon. Pas à la naissance, à la fécondation. Qu'on soit une fille ou un garçon. Alors, qu'est-ce qu'il veut parler? Qu'est-ce qui était en train de parler? Donc, c'était Candice qui nous avait parlé du gène SRY. Baptiste, est-ce que tu veux préciser? Puisque pour avoir je voulais dire le chromosome Y. Voilà, il faut avoir le chromosome Y. Donc, en fait, tout est une histoire de chromosomes, d'accord? À la fécondation, va déterminer notre sexe génétique. Si on possède les chromosomes, lesquels? Pour être une fille? XX. XX, voilà. Le sexe phénotypique évoluera vers un phénotype féminin. Si on possède XY. d'accord, notre phénotype évoluera vers un phénotype masculin, d'accord? Au cours du développement embryonnaire, va se mettre en place les caractères sexuels, vont se mettre en place les caractères sexuels primaires, et donc à la naissance, l'appareil génital est mis en place, mais n'est pas encore fonctionnel, d'accord? Il y a un gène effectivement qui va jouer un rôle important pour la mise en place de l'appareil génital, c'est le gène SRY qui est présent sur quel chromosome? Y. Y. À partir du moment où ce gène est présent, qu'est-ce que ça va occasionner? Il va s'exprimer. Les gonades vont soit devenir des testicules ou soit des ovaires. Alors, s'il y a SRY, en fonction de l'expression ou pas. SRY, c'est testicule. voilà. Et s'il n'y a pas, c'est transforme en ovaire. Voilà, s'il n'y a pas, et il y a d'autres gènes qui vont intervenir aussi, ça évoluera vers des ovaires. Les gonades indifférenciées évolueront vers des ovaires. Donc, s'il y a SRY, les gonades indifférenciées évolueront vers des testicules. Ces testicules se mettront à produire quoi? Des hormones. Des hormones, lesquelles? La testostérone, effectivement, et les voies génitales indifférenciées évolueront vers des voies génitales masculines, d'accord? Chez la fille, l'absence de sécrétion de testostérone fera que les voies génitales évolueront vers des voies génitales de type féminin, d'accord? Alors, maintenant, à la naissance, l'appareil génital est formé. Est-ce qu'il est fonctionnel? Non. Non. Il faudra attendre Ça quel moment pour qu'il se mette à fonctionner? La puberté. La puberté, exactement. Donc là, il va se mettre à fonctionner, c'est-à-dire les gonades. Qu'est-ce que j'appelle les gonades? Les testicules. Les testicules chez l'homme, et chez la femme, c'est quoi les gonades? Les ovaires. Les ovaires, d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont fabriquer, ces gonades? Ces gonades, chez l'homme, donc les testicules, ils vont fabriquer des spermatozoïdes. Voilà. Donc, et chez la femme, ils vont fabriquer des ovules. Ils vont fabriquer des ovules, spermatozoïdes et ovules. On appelle ça des gamètes. Gamètes, exactement. Ce sont des cellules sexuelles, d'accord? Donc, ils vont fabriquer les gamètes. En même temps, ces gonades vont fabriquer des hormones, d'accord? Chez l'homme, quelle hormone? La testostérone. La testostérone. Et chez la femme? Les oestrogènes. Les oestrogènes et la progestérone. Et la progestérone. Et la fabrication, la sécrétion de ces hormones, l'augmentation du taux de ces hormones, c'est ce qui va permettre la mise en place au moment de la puberté de quoi? Des caractères sexuels. Des caractères sexuels, comment on les appelle les caractères sexuels?
Secondaire? Secondaires, exactement. Ceux qui apparaissent au moment de la puberté. La pilosité, la mue de la voix, la poitrine qui se développe, l'élargissement des hanches, le développement de la musculature. Tous ces caractères qui apparaissent au moment de la puberté. Très bien. Donc là, c'est ce qu'on avait vu dans un premier temps dans notre chapitre, comment se mettait en place le phénotype sexuel fonctionnel chez les êtres vivants. Dans un deuxième temps, on s'était intéressé au fonctionnement de l'appareil reproducteur en lui-même. D'abord chez l'homme, d'accord? On avait vu que les testicules avaient deux rôles, produire des gamètes, produire de la testostérone, que le fonctionnement du testicule était sous le contrôle de quoi? Est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce qui contrôlait le fonctionnement du testicule? Une hormone? Alors, des hormones. Hypothalamus? Voilà, des hormones synthétisées par ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire, deux structures, l'hypophyse et l'hypothalamus. On avait vu que l'hypophyse sécrétait combien d'hormones? 2. Deux hormones. L'hormone LH qui stimulait la sécrétion de testostérone et l'hormone FSH qui stimulait la Production des spermatozoïdes. production de spermatozoïdes et la testostérone qui avait également un effet positif qui activait la production de ces spermatozoïdes. Et on avait vu que cette hypophyse était elle-même contrôlée par une autre hormone, laquelle? La GNRH La GnRH, qui est sécrétée par qui? par l'hypothalamus. Par l'hypothalamus, d'accord? Et tout ça, ça consistait le système de régulation du fonctionnement du testicule. Les spermatozoïdes, ils sont produits à quel endroit dans le testicule? Qu'est-ce qu'on avait vu? Ah, dans les filaments. Alors, comment ils s'appellent ces longs tubes, ces longs filaments là dont tu parles, qui constituent Tube séminifère. les tubes séminifères, tout à fait. Et la testostérone, elle est sécrétée à quel endroit dans le testicule? Par quoi elle est sécrétée? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Par des cellules qui sont entre les tubes séminifères qu'on appelle les cellules de Leydig. Leydig. Très bien, parfaitement, tout à fait. Alors là, c'est ce sur quoi on s'était quitté la dernière fois. On avait vu le fonctionnement du testicule et son contrôle. Et donc aujourd'hui, on va travailler sur le grand B du cours, le fonctionnement des ovaires et le contrôle de ce fonctionnement au cours de la puberté. Alors, pour travailler sur le fonctionnement des ovaires, vous aviez deux exercices à faire pour la dernière fois. Donc, je vais reprendre ces deux exercices. Alors, le premier exercice, c'était l'exercice intégré 4. Je vais le mettre sous les yeux. Alors, attendez. Il faut que je... Voilà, c'est bon. Voilà, donc tout le monde a cet exercice devant les yeux. Donc, on expliquait, mais vous avez déjà abordé un petit peu le fonctionnement des appareils reproducteurs lorsque vous étiez au collège. Donc, là, on vous demandait, à partir de l'exploitation de documents, montrer que la sécrétion d'hormones conditionne la synchronisation du cycle ovarien et du cycle utérin, préciser comment cette synchronisation peut contribuer au succès de la reproduction. Alors, dans ce document, on expliquait que le fonctionnement de l'ovaire et le fonctionnement de l'utérus, c'est un fonctionnement qu'on peut qualifier de comment? Cyclique. Voilà, exactement. C'est un fonctionnement qui est cyclique, avec des cycles qui sont en moyenne de combien? 28 jours. De 28 jours, d'accord? 28 jours. Voilà, en moyenne, hein, c'est-à-dire que ça peut varier d'une femme à l'autre, mais une moyenne, c'est 28 jours, d'accord? Le cycle qui a lieu dans l'ovaire, on appelle ça comment? Le cycle ovarien. Le cycle ovarien. Et le cycle qui a lieu dans l'utérus, on appelle ça comment? Le cycle utérien. Le cycle utérin, d'accord? Ovarien, j'entends ovaire, c'est en rapport avec les ovaires, le cycle de l'ovaire. Utérin, utérus, c'est le cycle dans l'utérus, ok? Donc, ce sont des cycles qui, en moyenne, durent 28 jours, avec le premier jour du cycle qui correspond à quoi? Qu'est-ce qui marque le premier jour du cycle? Les oestrogènes.
Alors, ça, c'est les hormones, mais le premier jour du cycle. Les règles? Voilà, exactement. Donc, le premier jour du cycle, il est caractérisé par le premier jour des règles. D'accord? Donc, une femme, lorsqu'elle veut se retrouver dans son cycle, elle sait que le premier jour des règles, ça correspond au premier jour de son cycle. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans l'ovaire, dans l'utérus, lors du cycle ovarien et du cycle utérin. Alors, vous aviez dû voir, lorsqu'on avait travaillé sur la puberté et on avait mis une observation des ovaires. Dans les ovaires, qu'est-ce qu'on vous expliquait? Il y a des structures qui s'appellent comment? Follicule. Des follicules, d'accord? Et ces follicules renferment ce qui est en eux, Un ovule. un ovule, d'accord? Et à chaque cycle, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un follicule, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va libérer l'ovule. Alors, il va rentrer en maturation, Voilà. c'est-à-dire qu'il va grossir jusqu'à devenir bien mature. Et quand il va être mature, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer effectivement un ovule. D'accord? Et la libération de l'ovule, comment on appelle ce phénomène? L'ovulation. L'ovulation, exactement. Bien sûr. Elle a lieu en moyenne, je dis bien en moyenne parce qu'encore une fois, d'une femme à l'autre, ça peut varier. D'un cycle à l'autre aussi, ça peut varier. Mais en moyenne, cette ovulation, ça a lieu à quel moment du cycle? Au milieu du cycle. Le 14e jour? 14e jour. Après le 14e jour, d'accord? C'est au jour 14 qu'a lieu l'ovulation. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive au follicule lorsqu'il a ovulé? Il va se transformer en quoi? Encore jaune. En corps jaune, d'accord, qui va se maintenir et qui va régresser progressivement jusqu'au 28e jour du cycle. Ça va pour tout le monde pour l'instant? Oui. Oui. Alors, cette première phase-là, les premiers au 14e jour, cette première phase, on appelle ça comment? Est-ce que vous savez? Cette première étape du cycle. La phase menstruelle. Alors, pas la phase menstruelle. Est-ce que quelqu'un a trouvé le nom de cette première phase? Personne? Ça s'appelle la phase Folliculaire. folliculaire, exactement. C'est la Mais ça, on phase a trouvé. folliculaire du 1er au 14e jour, c'est la phase folliculaire, c'est-à-dire la phase pendant laquelle le follicule va rentrer en maturation jusqu'au 14e jour et à l'issue de ce 14e jour, il va libérer l'ovule. Ici, c'est ce qu'on appelle l'ovulation, d'accord? Donc, cette étape-là, hop, on l'appelle l'ovulation. Au 14e jour. Et après, la deuxième phase, du 14e au 28e jour, est-ce que vous savez comment elle s'appelle? Cette deuxième phase. La phase lutéale. Exactement, très bien. C'est la phase lutéale. Donc, deuxième phase, c'est la phase lutéale. C'est bon pour vous, ça? Ça va pour tout le monde jusque-là? Oui. Donc, on a du 1er au 14e jour la phase folliculaire. Le follicule mûrit jusqu'à arriver à maturation. Au 14e jour, il libère l'ovule, c'est l'ovulation. Puis, il va se transformer en corps jaune qui va se maintenir et régresser progressivement au 28e jour. C'est ce qu'on appelle la phase lutéale. OK. Parallèlement, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'utérus? Parce qu'il y a un cycle aussi. L'utérus évolue de façon cyclique. Qu'est-ce qui va lui arriver à cet utérus? De 1er au 28e. Il va passer sous plusieurs phases. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va évoluer en fait au niveau de l'utérus? Vous avez une coupe là, enfin une représentation de l'utérus, d'accord? On vous montre que l'utérus est fait d'une paroi externe, d'une paroi interne. La paroi interne, c'est ce qui est représenté de quelle couleur sur le schéma? En rouge. En rouge, d'accord. Cette paroi interne, on appelle ça encore l'endomètre ou la muqueuse utérine.
Et qu'est-ce qui va lui arriver à cette paroi interne de l'utérus du 1er au 28e jour? Elle va s'étendre. Elle va s'étendre, elle va grossir. Pourquoi elle grossit d'après vous? Quel est le but de l'utérus? À quoi il sert cet organe? Qu'est-ce qu'on avait vu? Quel est le rôle de cet organe, l'utérus? D'accueillir l'embryon. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que c'est Greg qui me parle? Non, Nathaniel. Nathaniel, tu m'as dit d'accueillir? L'embryon. Exactement, c'est d'accueillir éventuellement un embryon s'il y a eu une fécondation. Donc, pendant que mon ovaire est en train de fabriquer l'ovule, parallèlement, mon utérus voit sa paroi interne s'épaissir dans le but d'accueillir éventuellement un embryon. Cet accueil de l'embryon pourrait se faire à partir de quel jour? Du 14e jour. Oui, là, à partir du 14e jour, parce que c'est à partir du 14e jour que l'ovule va être libéré par l'ovaire dans les voies génitales de la femme. Donc, éventuellement, s'il y a eu un rapport et que des spermatozoïdes ont été libérés, là, une fois que l'ovule est libéré, il peut potentiellement y avoir une fécondation et un embryon qui commence à se développer, qui pourrait être accueilli à ce moment-là au niveau de l'utérus, qui sera prêt puisque sa paroi interne se sera épaissie pour accueillir éventuellement cet embryon. D'accord? Maintenant, s'il n'y a pas eu de fécondation, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à cette paroi interne? Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qu'elle devient, cette paroi interne, s'il n'y a pas eu de fécondation? Ben, la période de règle va commencer. Voilà, les règles vont commencer, d'accord? Mais les règles, ça correspond à quoi, en fait? L'évacuation. L'évacuation. La chute des hormones ovariennes. Alors, là, sans parler d'hormones pour l'instant, qu'est-ce qui va faire que qu'il y ait des règles? C'est quoi ce sang et puis ces petits morceaux là qui coulent là, au moment des règles? Ça correspond à quoi, en fait? À des vaisseaux. Oui, mais ça correspond à quoi? C'est quoi qui est éliminé? La paroi. C'est effectivement la paroi qui s'était épaissie qui va être éliminée. Et pourquoi elle est éliminée? Parce qu'il n'y a pas eu de fécondation. Parce qu'il n'y a pas eu de fécondation. S'il n'y a pas eu de fécondation, il n'y a pas d'embryon qui va se nicher au niveau de cette paroi. Donc, elle va être éliminée. Et ensuite, une fois qu'elle sera éliminée, le cycle va recommencer au cas où il y ait à nouveau sur le cycle suivant une nouvelle fécondation. Ça va pour tout le monde, ça ou pas? Oui. Oui, donc en fait, mon ovaire, mon utérus évolue de façon cyclique, mais qui est synchronisée l'une par rapport à l'autre. Le cycle ovarien, le cycle utérin sont synchronisés. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'une fois que l'ovule est libéré par l'ovaire, l'utérus soit prêt pour accueillir un éventuel embryon. OK? Alors, maintenant, on vous demandait… Alors, je vais arrêter, je vais remettre… Je remets le document parce que comme j'ai écrit, je n'ai pas envie que les écritures… Voilà. Donc, on vous demandait d'expliquer comment se faisait cette synchronisation. Donc là, on avait quelques petites expériences à étudier où on travaillait sur des souris. Et qu'est-ce qu'il fallait voir? Dans la première expérience, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui a été fait? Alors là, c'est l'animal comment? Témoin. L'animal témoin, ça veut dire quoi l'animal témoin? C'est le sujet, en l'occurrence un animal auquel on se réfère pendant l'expérience. Oui, c'est un animal qui va servir de référence. Et lui, est-ce qu'il a subi quelque chose de particulier? Non. Non, d'accord. C'est un animal, c'est une souris qui possède ses ovaires, qui possède son utérus. Et l'utérus et l'ovaire évoluent de façon cyclique. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a fait?
On a pris une souris, maintenant, cette fois-ci, et qu'est-ce qu'on lui a fait à cette souris dans l'expérience 2 là? On lui a fait une ovariectomie. On a fait une ovariectomie. Qu'est-ce que c'est ovariectomie? Dans ovariectomie, j'entends Ouvert. ovaire. Et ectomie, ce suffixe-là, ça veut dire qu'on a enlevé. On a enlevé les ovaires. Et qu'est-ce qu'on voit si on enlève les ovaires de cette souris? Le cycle s'arrête. Le Le cycle utérin et cycle vaginal. utérin s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si le cycle utérin s'arrête, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'enlève les ovaires et le cycle utérin s'arrête. Qu'est-ce que vous pouvez m'en déduire? Si j'enlève les ovaires, il n'y a plus de cycle utérin. Dur. Les ovaires. Le cycle utérin et vaginal. Je ne t'entends pas, Quentin. Les ovaires sont indispensables Les ovaires sont indispensables à quoi? Pour qu'il y ait quoi? pour qu'il y ait le fonctionnement du cycle utérin et vaginal. Voilà, pour qu'il y ait le fonctionnement du cycle utérin, ça veut dire que qui contrôle l'utérus? Les ovaires. Les ovaires. Voilà. Donc là, de cette première expérience, on peut dire que les ovaires contrôlent le cycle utérin. D'accord? Le cycle utérin est sous le contrôle des ovaires, puisque si j'enlève les ovaires, je vois qu'il y a disparition du cycle utérin, ce qui montre bien qu'ils sont indispensables pour que ce cycle utérin puisse se passer. Alors, troisième expérience. Pareil, on enlève les ovaires, mais tout de suite après enlever les ovaires, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les ovaires où ça? Dans l'endomètre utérin. Dans l'endomètre, on l'a mis? On l'a Ah greffé, non, non, non. mais on l'a greffé. Est-ce qu'on les a greffés au même endroit? Non, non. Non. On ne les a pas greffés au même endroit. Alors, pourquoi ils font cette expérience-là? C'est pour prouver quoi? Est-ce qu'on vous donnait une information sur la greffe dans le document 4? Est-ce que quelqu'un m'a trouvé dans le document 4 ou est-ce qu'il y avait une petite information sur les greffes? Oui. Alors, oui, Baptiste, tout ça. Hein? Non, c'est pas... Qui est-ce qui parle? C'est Noémie. Ah, Noémie. Pardon. Alors, Noémie. Ben, c'est écrit lors d'une greffe, seules les communications sanguines sont restaurées dont le système nerveux n'intervient pas. Voilà, c'est très bien. Là, on vous dit que lors d'une greffe, seules les communications sanguines sont restaurées. D'accord? Donc, on a pris nos ovaires, on les a greffés à un endroit qui ne correspond pas à leur place habituelle. Et qu'est-ce qu'on a vu? Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Quand je greffe mon ovaire, qu'est-ce qui se passe? Ben, le développement cyclique de l'endomètre utérin ben, se réactive, on va dire. Exactement, se rétablit. Il suffit de greffer mes ovaires n'importe où pour que mon développement de l'utérus se remette en place. Donc, ça prouve quoi déjà? Ça nous confirme quoi? Bien que l'ovaire joue un rôle majeur dans le cycle utérin vaginal. Voilà, que les ovaires contrôlent notre cycle utérin. D'accord? Mais qu'est-ce que ça nous apporte de nouveau par rapport à l'expérience de tout à l'heure? Le fait qu'on ait utilisé une greffe. On sait que ces ovaires-là, le seul contact qu'ils ont avec le reste de l'organisme, c'est des contacts par quelle voie? Sanguine. Sanguine. Donc, ça peut nous prouver quoi? Que les ovaires contrôlent l'utérus, mais par quel biais? Par voie sanguine. Par voie sanguine. Est-ce que c'est par voie nerveuse?
Non. Non, puisqu'on vous dit que le système nerveux n'intervient pas lors d'une greffe. Donc là, cette expérience, ça nous permet en fait d'apporter un petit peu plus de précision sur la façon dont l'ovaire contrôle l'utérus. Donc, on peut déduire ici que les ovaires contrôlent bien le cycle utérin et ce contrôle s'effectue par voie sanguine. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Madame. Oui? Alors, maintenant, dernière expérience. Donc, on refait la même chose. On enlève les ovaires, d'accord? Mais cette fois-ci, on va injecter des extraits ovariens. Alors, des extraits ovariens, c'est quoi? C'est on a récupéré des molécules présentes dans les ovaires, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe si j'injecte des extraits, des molécules extraites des ovaires? Qu'est-ce qui se passe? Les variations cycliques sont supprimées. Les variations sont supprimées, mais par contre, qu'est-ce qui se passe quand même? Le développement de l'endomètre utérin. Voilà, l'endomètre utérin se développe quand même. D'accord? Donc, on arrive quand même à agir sur l'utérus. On arrive à le faire se développer. Donc, ce qui montre que ce qui contrôle le développement de l'utérus, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui contrôle le développement de l'utérus? Ce sont des... Les ovaires et Mais quoi des ovaires? Ce sont des Des molécules molécules qui sont présentes, qui sont fabriquées par les ovaires ovaires, qui vont agir par quel moyen? par voie sanguine Par voie sanguine. Et elles vont aller agir sur quoi? sur le, Sur quel organe? l'utérus. Sur l'utérus. Donc, comment on appelle une molécule qui est libérée dans le sang, qui va agir sur un organe cible à distance? Est-ce que vous savez comment ça se rappelle? On a déjà rencontré ce type de molécules. Ce sont? Une hormone. Exactement. Très bien. Donc, ça permet de confirmer que les ovaires, agissent sur l'utérus en sécrétant des molécules, donc des hormones libérées dans le sang. Ça va pour tout le monde, ça? Est-ce que ça va pour vous tous? Oui, Oui? Oui, madame. bien sûr. Très bien. Alors, quelles sont ces hormones que sécrète l'ovaire? Quel est le document qui nous en parle? Quel est le document de l'exercice qui fait référence à ces fameuses hormones? Ah, celui d'avant, Alors, celui d'avant précise, document 3. le document 3 précise en effet les hormones. Attendez. Effacer, tac. Alors, je reprends le document 3. Il nous précise en effet quelles sont ces fameuses hormones qui vont agir sur l'utérus. Donc, quelles sont ces hormones? Ce sont les Oestrogènes. les œstrogènes et la Progestérone. Est-ce qu'elles agissent effectivement sur l'utérus? Oui. À Oui. quel endroit on voit alors si elles agissent sur l'utérus? sur la paroi. On voit dans la case là, effet, ici. On nous dit les effets de ces deux hormones, œstrogène et progestérone. Donc, œstrogène, on vous dit qu'il agit sur la paroi de l'utérus. Lors de la phase, ça la fait se proliférer, s'épaissir. Progestérone, ça va stimuler la sécrétion de mucus. Ça va développer des glandes dans la paroi de l'utérus. Si vous aviez vu là dans le document précédent, lors de son cycle, effectivement, l'utérus grossit et il y a aussi des glandes qui vont se mettre en place et qui vont servir pour la nutrition du futur embryon.
D'accord? Donc, effectivement, œstrogène et progestérone, ce sont ces deux hormones-là qui vont aller agir, qui sont produites par l'ovaire et qui vont aller agir sur l'utérus pour favoriser son développement synchrone avec celui de l'ovaire dans le but d'accueillir un éventuel embryon. C'est bon ou pas? Oui, oui. Oui? Alors maintenant, on reprécise à quel moment vont être sécrétées ces hormones et par quelle structure. Donc, c'était le document 1 qui nous le montrait. L'œstrogène, elle est sécrétée à quel moment cet œstrogène? Ben, lors des 14 premiers jours. Seulement lors des 14 premiers jours? Non, Aussi non, pas du tout avant le cycle. l'ovulation. Lors des 14 premiers jours, mais aussi lors des 14 jours suivants, il y a fabrication Voilà. d'œstrogène. Oui. La progestérone, elle est essentiellement fabriquée à quel moment? Lors des 14 derniers jours. Comment on appelle la phase lors des 14 derniers jours? Rappelez-moi. Comment on La appelle? phase lutéale. La phase lutéale. Donc, œstrogènes sont fabriqués à la fois pendant la phase Follicule. folliculaire et la phase lutéale, et progestérone est fabriquée essentiellement lors de la phase lutéale. Et qui va fabriquer dans l'ovaire les œstrogènes lors de la phase folliculaire? L'ovaire, Regardez, quelles sont les structures dans l'ovaire qui vont fabriquer les œstrogènes lors de la phase folliculaire? Follicule. Le follicule, d'accord. Pourquoi la quantité d'œstrogène va augmenter lors de la phase folliculaire? Parce que on a la libération de l'ovule qui approche. L'ovule n'est pas encore libéré là, hein? Pourquoi la quantité d'œstrogène augmente? Vous m'avez dit c'est le follicule qui libère. Ah, parce qu'il devient mature. Il devient mature, il grossit au fur et à mesure. Donc plus il va grossir, plus il va fabriquer d'œstrogène. D'accord? Oui. Et maintenant, pendant la phase lutéale, qui est-ce qui va fabriquer progestérone et œstrogène? Quelle structure de l'ovaire? Le corps jaune. Le corps jaune. Très bien. D'accord? Donc, si on se résume, comment on appelle le cycle qui a lieu dans l'ovaire? Ça s'appelle le cycle Ovarien. ovarien. Celui qui a lieu dans le cycle qui a lieu dans l'utérus, ça s'appelle le cycle Utérin. utérin. Très bien. Cycle ovarien, cycle utérin évolue de façon Cyclique. pas cyclique, l'un par rapport à l'autre. Ils sont En même temps. en même temps Synchronisés. synchronisés. Synchronisés, pourquoi? Pourquoi il faut qu'ils soient synchronisés? Ben, par rapport aux libérations d'hormones. Pourquoi il faut qu'ils soient synchronisés? Ça va couper tout à l'heure. Je vais vous renvoyer une invitation pour continuer le cours. Hein. D'accord? D'accord. Donc, pourquoi ils sont synchronisés? Quelle est la finalité qu'ils soient synchronisés? Qu'est-ce qu'on a expliqué? Pourquoi